Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa sur RTI, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vous emmène sur le chantier de construction d'un four en terre supervisé par Emma Liao dans la région de Ilan. Ces 3 dernières semaines, je vous ai raconté tout ça en détail, des matériaux utilisés au design en passant par l'apprentissage de la maîtrise du feu. Cette fois-ci, je vais partager avec vous les témoignages des participants, ou plutôt des participantes, car nous étions presque que des femmes. C'est d'ailleurs intéressant de constater que même si l'on considère souvent la construction comme un domaine plutôt masculin, en éco-construction, on trouve souvent des femmes, et ce, dans le monde entier. En effet, les matériaux naturels peuvent être mis en œuvre par tout un chacun, on n'a pas besoin d'être particulièrement baraqué. Il y a aussi sûrement d'autres raisons, ce serait un sujet intéressant à creuser d'ailleurs. En tout cas, les chantiers participatifs d'Emma Liao, c'est aussi un moment d'échange, car les participants commencent toujours par se présenter et à la fin, on partage ce qui nous a marqué pendant l'atelier. Cette fois-ci, nous avons constaté que nous étions toutes sur la voie de la transition d'une manière ou d'une autre. Ça permet de se sentir moins seul et d'échanger des points de vue et des expériences. Cela a été particulièrement utile pour Goe-Yun. C'était la première fois qu'elle participait à un atelier d'Emma. Elle avait lu le livre de Ianto Evans, La maison en terre sculptée à la main, dont je vous ai parlé dans cette émission il y a quelques semaines, mais Goe-Yun n'avait jamais eu l'occasion de pratiquer. En se présentant, Goe-Yun a confié qu'elle avait un sentiment de vide intérieur. Xiao-Chan, la coéquipière d'Emma, a rebondi sur ses propos. Selon elle, ce sentiment vient du fait que l'on utilise quotidiennement notre cerveau pour travailler, mais très peu nos mains. Or, les mains sont reliées au cœur, et si l'on fait quelque chose que l'on aime avec nos mains, cela nourrit notre âme, selon Xiao-Chan. Si l'on passe sa journée devant un ordinateur, on ne nourrit pas notre âme, ce qui nous donne un sentiment de vide, que l'on essaie alors de combler par la consommation et les loisirs. Mais dès qu'on a consommé ou qu'on s'est diverti, le sentiment de vide revient. C'est le fait de faire quelque chose que l'on aime avec ses mains, que ce soit construire en terre ou en bambou, cuisiner, planter, faire de la menuiserie, jouer d'un instrument, danser ou encore peindre, qui permet de nourrir l'âme reliée au cœur et donc de faire disparaître ce sentiment de vide. Xiao-Chan en sait quelque chose, elle qui auparavant travaillait dans une compagnie d'internet et qui a changé de vie. Après avoir construit un four en terre chez elle, elle s'est mise à la cuisine alors qu'elle partait de zéro et gagne désormais sa vie en vendant ses bons petits plats. Parce que l'éco-construction, ce n'est pas simplement construire en matériaux naturels, c'est aussi une autre vision du rapport à la nature et des modes de vie différents, nous avons aussi discuté avec Emma de la notion de liberté. Dans la société de consommation actuelle, le logement, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Parfois, on travaille plusieurs dizaines d'années pour rembourser le prêt de notre appartement. Et le pire, c'est que souvent, on fait un travail qui ne nous plaît pas, mais on pense qu'on n'a pas le choix, car on est pris à la gorge par la banque. Mais est-ce que la liberté s'achète ? Pour Emma, la liberté ne devrait pas se mesurer par le salaire que l'on gagne et qui permet d'acheter tel ou tel bien immobilier. La liberté devrait se mesurer en degré d'autonomie. En effet, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'endetter pour vivre dans un carré de béton au 20e étage d'un immeuble ? S'il y a une coupure d'électricité ou d'eau potable, combien de temps peut-on tenir dans ces conditions ? Pas plus de 2 ou 3 jours. En revanche, l'autonomie, notamment à travers l'éco-construction, permet d'avoir un mode de vie plus durable, mais aussi plus résilient en cas de problème. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour Emma, l'autonomie, c'est savoir vivre avec la nature et pas contre. C'est-à-dire vivre à partir de ce que la nature peut nous donner et lui donner aussi quelque chose en retour. C'est l'esprit de la permaculture, on prend soin de la nature et elle prend soin de nous. Par exemple, les mauvaises herbes. Elles sont mauvaises, entre guillemets, parce que nous les voyons comme ça. Mais en réalité, elles font le bonheur des poules et des oies. Cela nous évite même de faire des efforts pour les nourrir. Par ailleurs, l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. Il s'agit aussi de s'entraider, rappelle Emma. Justement, les agriculteurs et les constructeurs sont complémentaires. En général, le paysan veut se débarrasser de la terre argileuse, du sable, de la paille et des pierres dont le constructeur a besoin.
et le constructeur peut aider l'agriculteur à construire ou à réparer sa maison sans s'endetter. Nous devrions donc, selon Emma, nous interroger sur le sens de la liberté. Découle-t-elle du niveau de notre salaire ou de notre degré d'autonomie ? L'éco-construction, en permettant de retrouver des savoir-faire, de s'entraider, de construire avec des matériaux naturels et peu chers, voire gratuits, permet de devenir plus autonome et par là, peut-être, de devenir plus libre ou moins aliéné. Tout dépend de la définition que l'on donne à la liberté. Emma nous a aussi encouragés à prendre du recul sur le monde actuel. De nos jours, on encourage les jeunes à se diriger vers les hautes technologies. Or, cela nous sépare de plus en plus de la nature. Et il ne faut pas oublier que toutes ces hautes technologies, y compris le numérique bien sûr, reposent toujours sur l'extraction des matières premières. Ce sont les entreprises qui détiennent les matières premières, extraites sans aucune contrepartie à l'égard de la planète, qui ont le plus de pouvoir, même sur les entreprises de haute technologie, car elles en sont dépendantes. Ce système engendre une forte aliénation. Or, ce n'est pas une fatalité, il y a des marges de manœuvre. Par exemple, l'éco-construction permet de lier l'habitant, le constructeur et les matériaux, qui sont idéalement des matériaux de proximité et renouvelables, comme le bambou ou la paille, ou dans le cas de la terre, qui sont utilisés avec parcimonie. Et en éco-construction, comme le rappelle Emma, on n'a pas besoin d'outils sophistiqués. Sur le chantier de construction du four en terre avec Emma, nous travaillions à côté d'ouvriers venus installer un grillage dans le jardin pour éviter que les chiens ne s'échappent. Les ouvriers nous regardaient avec curiosité. Des femmes et qui construisent ? Et alors qu'eux avaient des machines, nous on utilisait nos mains et on se passait les boules de terre pour s'entraider. Beaucoup de personnes pensent que construire en matériaux naturels, c'est lent et fatigant. Mais en comparant avec le chantier d'à côté, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'est une idée reçue. Nous travaillions davantage dans la bonne humeur et la simplicité ne nous empêchait pas de travailler aussi vite qu'eux. En effet, parfois le plus pertinent n'est pas d'utiliser des machines très sophistiquées ou des matériaux industrialisés. Tout dépend de notre objectif. Si le seul objectif est l'efficacité, oui, certainement, il faudra des outils sophistiqués et des matériaux industrialisés. Mais si l'on veut aussi construire de manière responsable vis-à-vis des générations futures, il vaut mieux réfléchir à quelle est la technique la plus appropriée ou la plus pertinente. En chinois, on dit 世界科技. En français, on parle aussi de low-tech par opposition à high-tech. Emma nous a rappelé un principe souvent expliqué par les autochtones de Taïwan. Quand on veut construire, il faut s'interroger. Est-ce que ce que je vais construire est positif pour les 7 générations à venir ou suis-je en train de leur créer des problèmes ? La technologie appropriée ou pertinente, c'est avant tout construire selon ses besoins. Par exemple, dans le nord de l'Inde, il fait plus froid. Le four est traditionnellement construit comme un trou dans la terre et le feu ne s'éteint jamais. Le matin, on balaye les feuilles mortes et on les jette dans le four, puis on s'accroupit près du four pour se réchauffer. C'est approprié au nord de l'Inde et à son climat, mais à Taïwan, il ferait trop chaud. Pour revenir à l'atelier de construction du four en terre, il a enchanté les participantes. Gui Yun a particulièrement apprécié de faire connaissance d'autres personnes qui veulent vivre plus en harmonie avec la nature et ne pensent pas qu'à leur salaire ou à leur carrière. Elle a aussi découvert que vivre plus près de la nature et s'entraider, c'est aussi une source de joie. Ça lui a rappelé que quand elle était petite, elle aimait bien s'amuser avec la terre, mais avec ses études, elle s'en est éloignée. En maniant la terre lors de cet atelier, elle a eu l'impression de revenir vers quelque chose qu'elle connaissait déjà. Pour Tingmin, c'était très enthousiasmant de construire un four à partir de zéro et de le voir prendre forme jusqu'à pouvoir l'utiliser. Elle apprécie le contact avec le matériau terre qu'elle trouve apaisant et avec le feu qui est si beau qu'il hypnotise. Chani, réalisatrice, a participé à cet atelier car elle souhaite avoir un mode de vie plus durable. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fatigant physiquement, notamment fouler la terre. Mais c'est une bonne fatigue, qui fait qu'on dort bien, contrairement au stress du travail dans un bureau. C'est vrai qu'une fois le four construit, on peut se reposer et en profiter, remarque Chani. Elle s'est rendue compte qu'un mode de vie plus durable, ça veut dire repenser son rapport au temps. Elle a aussi apprécié le fait de construire ensemble, ça donne un résultat organique en fonction des gens qui ont participé. Chiming, quant à elle, a étudié l'architecture. Elle a participé à cet atelier afin d'élargir son horizon. Pour elle, construire en terre, ce n'est pas un retour vers le passé.
c'est travailler avec ce que la Terre nous offre tout en prenant soin d'elle et des générations futures. Même si cela ne sera pas facile de convaincre ses clients, elle mettra désormais en avant les propriétés de régulation de l'humidité du matériau terre. Ça permettrait d'améliorer l'habitat à Taïwan et en plus, c'est beau et chaleureux. Cet atelier a aussi fait réfléchir les participantes à la manière dont on cuisine en ville. Pour nous, c'est naturel de tourner le bouton pour allumer le gaz. La cuisinière n'est qu'un outil, il n'y a pas de lien. Alors qu'avec un four en terre ou une cuisinière au feu de bois, on tisse des liens avec le feu quand on cuisine. Tout le monde était d'accord pour dire que la nourriture cuite dans le four en terre ou même à la cuisinière au feu de bois a quelque chose de spécial, même si c'est difficile à décrire. Ou alors, est-ce simplement le fait d'être dans le moment présent qui rend nos papilles plus sensibles à la saveur de la nourriture ? La question reste ouverte. C'est ainsi que se termine cette émission. La semaine prochaine, je vous emmènerai sur la célèbre voie ferrée d'Alishan qui serpente dans la montagne pour vous faire visiter des constructions contemporaines en bambou.